Bonjour et bienvenue dans notre webinaire sur les questions les plus fréquemment posées au support technique de Global au cours de l'année 2023, présenté par Global Software. Je suis Milan Gérard, le présentateur de ce webinaire aujourd'hui, et je serai accompagné de Damien Tonnet, également présent, qui pourra répondre à vos questions. Bonjour à tous, bonjour Milan. Je suis Damien Tonnet, je serai présent tout au long du webinaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, je pourrai y répondre directement. Très bien. On va masquer nos caméras pour vous montrer justement la plateforme sur la présentation. Vous pouvez poser ici donc vos questions dans cette interface qui s'affiche, que vous pouvez afficher ou masquer avec la flèche orange. Et donc ensuite, posez vos questions dans la zone dédiée. Damien Tonnet pourra y répondre tout au long du webinaire. Également, si vous avez des réglages audio à effectuer, vous pouvez les régler ici dans l'interface. Donc, le sujet aujourd'hui, en travaillant dans notre logiciel d'analyse aux éléments RFM6, est de passer en revue les FAQ les plus connus qui ont été posés au cours de l'année. On va donc tout de suite passer sur le logiciel qui s'affiche ici à l'écran avec la première question: pourquoi mes paramètres géospécifiques ne sont pas disponibles dans l'assistant de charge? Alors, pour comprendre cette question, je vais vous présenter ici un modèle de halle en acier avec des barres tout simplement. On a ici dans la liste déroulante en haut des cas de charge et des combinaisons, plusieurs cas de charge de neige et de vent. Si on regarde pour le vent, donc on sélectionne le cas de charge numéro 5, on peut cliquer ici sur afficher les charges. On voit qu'on a des charges définies et appliquées aux barres. Ainsi de suite, je peux passer sur les différents cas de charge de vent. On voit bien l'application avec les différentes directions, etc. Si on regarde pour le cas de charge de neige, dans cet exemple, il n'a pas été appliqué pour l'instant. On a ici plusieurs cas de charge, 2, 3 et 4 pour la neige, pour une toiture à 2 versants. Et donc, on va vouloir utiliser l'assistant de charge de neige qui permet de répartir la charge surface X sur les éléments barres de la toiture. On va donc vérifier une première chose ici en cliquant sur modifier le modèle données de base dans la barre d'outils pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante. On va aller dans l'onglet module et on va bien s'assurer ici que la case assistant de charge est activée et cochée. Et ensuite, donc une fois qu'on a vérifié, on a accès via le menu insérer. Dans les assistants de charge, on a accès aux assistants de charge de neige et de vent. Donc, par exemple, nous ici, pour la neige, on peut cliquer sur boîte de dialogue et on a ici le type de toiture qu'on peut sélectionner, mais on va aller directement dans les paramètres et ici, on voit les charges de neige caractéristiques. On voit qu'on a donc seulement une valeur qu'on peut modifier ici, qui est de 1 kN par mètre carré par défaut, et on n'a pas d'autres options. On n'a pas les options de géolocalisation de notre projet. Pourquoi? Eh bien, on peut regarder tout de suite ici, on a la référence de la norme qui est utilisée, donc c'est bien l'Eurocode 1, mais avec l'annexe de la Commission européenne. Donc, le logiciel ne sait pas sur quel pays on est, sur quelle annexe nationale du pays on souhaite appliquer la neige. Il faut donc modifier cela. On va donc cliquer ici sur Annuler. On va retourner dans les données de base, donc toujours en cliquant ici sur ce bouton. Et cette fois-ci, si on va dans l'onglet Norme 1, en effet, on voit bien que c'est la mauvaise annexe nationale qui est sélectionnée pour les assistants de charge. On a donc à dérouler la liste et on peut sélectionner ici l'annexe nationale française, par exemple. On clique sur OK. On peut revenir dans un assistant de charge. On peut passer par exemple ici dans le navigateur. C'est une autre étape pour arriver aux charges de neige. Donc on peut faire un clic droit dessus, nouvel assistant de charge. On retrouve la même boîte de dialogue. Cette fois-ci, on va choisir une toiture à 2 versants. Ici, tout ce qu'on a à faire, c'est de sélectionner les nœuds de coin de toiture pour ce type de toiture à 2 versants en respectant ici l'ordre de numérotation
où le point C, le point F doit être le fêtage de la toiture. On va donc sélectionner ici graphiquement les nœuds et on va sélectionner ici le nœud A, le nœud B, le nœud C, D, E. Et une fois que le nœud F est sélectionné, automatiquement, on est redirigé vers la boîte de dialogue. Et cette fois-ci, dans l'onglet paramètres, on a le choix du type de définition ici entre carte et paramètres et celle de tout à l'heure définie par l'utilisateur. Donc, par défaut, il nous reprend bien les cartes. Ça nous permet d'avoir automatiquement les paramètres de charge de neige ou de vent pour l'autre assistant directement. Donc maintenant, les positions ne sont pas référencées. Il me suffit de cliquer ici sur emplacement importé provenant de la carte des charges de neige. Donc je clique dessus, j'ai une nouvelle boîte de dialogue qui s'ouvre où je peux sélectionner mon adresse. Donc j'ai bien ici la carte de la France avec les zones de neige qui s'affichent. Je peux ici rechercher le lieu que je connais. Donc, par exemple ici, notre adresse. Je clique sur OK et en cliquant sur OK, on a bien le chargement des données de charge de neige qui s'effectue. Et on a la valeur ici de charge de neige caractéristique à 0,45 kN par mètre carré qui est automatiquement sélectionnée. Ensuite, si vous ne connaissez pas cet assistant, vous voyez que c'est automatique. On a 3-4 charges pour ce type de toiture et le logiciel reprend automatiquement les 4 charges de neige déjà existants. On n'a plus qu'à cliquer sur OK. Et on a bien ici, pour le cas de charge, des valeurs de 0,36 de part et d'autre des deux toitures. Ensuite, 0,18 pour une toiture et 0,36 pour la deuxième. Et inversement pour le troisième cas de charge. Très bien. On va passer à la deuxième question. Donc, on va passer également au deuxième modèle. La question est: pourquoi la distribution des moments d'une barre avec une charge répartie est triangulaire? Comment puis-je également améliorer le résultat? Donc, c'est ce qu'on va voir ici avec ce modèle. On voit tout de suite deux barres avec la première barre la plus grande qui fait ici 10 mètres, qui a bien une distribution parabolique des moments. On peut vérifier ici dans le navigateur résultat. On est bien sur la lecture des moments MY. Et pour la deuxième barre, qui est un peu plus courte, qui fait 2 mètres, on a une distribution triangulaire. Donc le fonctionnement dans RFEM, c'est que par défaut, la barre la plus longue va être divisée par 10. Donc cette barre faisant 10 mètres, divisée par 10, on a bien des points de résultat tous les mètres. La division donc, qui est appliquée à la plus grande barre va ensuite être appliquée à toutes les autres barres du modèle. C'est pourquoi la division de 1 mètre va également s'appliquer à cette barre qui fait seulement 2 mètres et donc on aura un seul point de résultat au milieu. On voit bien que donc on a une différence d'interpolation de résultats entre 11 points intermédiaires ici et seulement 3 ici, d'où les distributions différentes. Donc, pour modifier ça, on va essayer également de comprendre la différence entre le maillage et les divisions de résultats. Pour cela, je vais aller dans le navigateur affiché, ici le deuxième onglet dans le navigateur. Et dans la catégorie maillage, on va activer sur les barres. En activant sur les barres, je ne vois aucun maillage. Je peux désactiver le modèle pour visualiser. Et on a bien les nœuds de maillage qui sont seulement aux extrémités des barres. Donc, on n'a aucune division et on a pourtant des points de résultat différents entre les deux barres. Donc, on va regarder la première solution possible qui va être de venir ici dans le menu calculer paramètres de maillage. On va sélectionner le deuxième onglet, l'onglet barre. Et ici, on a plusieurs paramètres. Le paramètre ici qui s'applique actuellement, c'est le premier, le nombre de divisions pour les diagrammes de résultats. Donc, comme je vous l'ai dit, par défaut, qui est de 10, et donc qui s'applique à la plus grande barre. Et ensuite, la division trouvée pour la plus grande barre s'applique aux autres barres.
Ici, on voit bien que les divisions des barres pour les barres droites n'est pas activée. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. La première solution, c'est bien d'activer le maillage pour les barres droites. On va mettre ici 10 divisions de barres et on va cliquer sur OK et appliquer. Le maillage se lance ici sur les barres. Voilà. On voit maintenant, quelle que soit la longueur de la barre, on a bien les divisions. On peut d'ailleurs réactiver le modèle. Voilà, on voit bien les divisions de maillage qui sont clairement affichées ici. Et si je clique sur tout calculer, on va revoir la distribution. D'ailleurs, ici, vous regardez, vous avez 32 nœuds de maillage. Donc ça, on retient bien. On va voir que sur la deuxième solution, c'est différent. Donc ici, on a 32 points de maillage pour le total du modèle et on a bien une courbe parabolique pour les deux barres. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de revenir dans le menu calculer, paramètres de maillage, toujours dans l'onglet barre. On va désactiver l'option qu'on vient d'activer. Et la deuxième solution, c'est donc de modifier le nombre de divisions pour le diagramme de résultat. Si on passe cette fois-ci à 50, on clique sur OK et appliquer. On va voir que l'on retrouve notre maillage initial, donc ça veut dire seulement un maillage aux extrémités des barres. Voilà. Et si on relance le calcul, ici, cette fois-ci, on a 4 nœuds de maillage et non plus 32. Et pourtant, au niveau des résultats, on a pareil une courbe parabolique. Donc, deux possibilités pour répondre à cette problématique, avec une possibilité qui va engendrer plus de nœuds de maillage et une autre qui consiste à diviser encore plus les barres avec les points de résultat intermédiaires de diagramme. Très bien. On va passer à la troisième question et donc au modèle suivant. Donc, je viens ici dans le menu fenêtre, ouvrir mon troisième modèle. La question est, est-il possible de calculer par le programme le ressort d'un poteau pour un appui nodal sans avoir à modéliser le poteau? Donc, on va utiliser ici un modèle d'une dalle en béton qui est tout simplement modélisée sans le reste du bâtiment. Donc, c'est par exemple la dalle d'un seul étage et les efforts de cette dalle vont être repris par les murs et par les poteaux au niveau des appuis. Donc, on a bien ici les appuis nodaux en vert et également des appuis linéiques qui vont représenter les murs. Donc, au niveau des résultats, si on sélectionne ici une combinaison, on voit ici les charges qui s'appliquent à la dalle. Et si on affiche les résultats, ici, on est sur les efforts internes d'efforts tranchants. Donc, je peux vous l'afficher ici. Sur les efforts internes principaux, on est sur le Vmax. On va se mettre en vue de dessus et si on regarde la valeur maximale qui s'affiche dans l'échelle de couleur, on est sur un effort de 697. Et si on regarde au droit d'un appui, donc si je zoome sur un appui, on voit que cette valeur, elle est très localisée autour de l'appui et non loin de là, on a des valeurs qui sont 5 fois moins élevées, ici par exemple à 190. Donc, on a une concentration de contraintes qui s'effectue ici. On va essayer de modifier ça en modélisant l'appui nodal non pas comme un appui à un seul nœud, mais par la représentation d'un poteau fictif. Donc, on va désactiver les résultats. On va également afficher le maillage ici pour comprendre ce qui se passe. Ici, on voit bien que le maillage, c'est un seul nœud au droit des appuis. On va voir que c'est différent lorsqu'on active les poteaux fictifs. On va se mettre en modèle filaire et on va sélectionner par exemple avec une sélection lasso les 4 nœuds avec les appuis au centre de la dalle. On va faire un clic droit dessus, appui nodaux, modifier l'attribution. OK, on peut cliquer ici sur créer un nouvel appui nodal. Voilà, donc ici dans la boîte de dialogue, on définit, comme vous le savez, les degrés de liberté et les raideurs éventuellement des appuis. Voilà. Et vous avez des options en dessous et vous pouvez notamment activer l'option rigidité via un poteau fictif. Quand on active cette option, on
on n'a plus la main d'ailleurs sur les raideurs de ressort et les translations ici, elles vont être définies dans l'onglet rigidité via un poteau fictif. Ici, l'infographie, elle représente la surface au droit de l'appui qui va être découpée aux dimensions choisies. Donc les dimensions, c'est ici la tête du poteau, rectangulaire ou circulaire, avec les dimensions qu'on peut définir ici. Et autour du nœud, on va avoir un maillage qui va être généré autour des lignes de contour du poteau et non plus autour du nœud uniquement. Donc, c'est autour de ces nouvelles lignes de contour que les efforts internes et les moments vont s'appliquer. On a plusieurs modèles d'appui. Ici, par exemple, appui nodal élastique. Donc, on voit que la surface va être supportée uniquement ponctuellement. On a des ressorts de translation et de rotation qui vont être paramétrables en fonction de la géométrie ici du poteau et également du matériau. On voit que les valeurs ici, pour l'appui nodal qui est relié uniquement à un nœud, sera en kilonewtons par mètre. Au niveau de la base du poteau, si je modifie par exemple les conditions d'articulation en rigide, on voit que les ressorts d'appui en X et en Y ne sont plus nuls, mais prennent une valeur en fonction des propriétés. Pareil à la tête du poteau, ici si je passe en semi-rigide, on a les conditions d'articulation, enfin de rotation en X et en Y qui sont également non nulles. Voilà, si on passe sur un modèle d'appui par un appui nodal avec maillage élément fini adapté, on n'a plus les raideurs. Là, on a seulement une surface supportée ponctuellement, mais sans les raideurs de ressort. On a juste un maillage qui est adapté autour des lignes de contour en fonction des dimensions du poteau. Nous, on va utiliser la première option par défaut, fondation élastique de surface. Donc, c'est comme la deuxième option, à la différence que là, c'est l'intégralité de la surface aux dimensions du poteau qui est supportée élastiquement. Et donc, les coefficients de fondation, qui sont toujours calculés en fonction de la géométrie, sont cette fois-ci en kilonewtons par mètre cube. On va définir ici, nous, un poteau rectangulaire de dimension 40 cm, donc 0,4 par 0,4. Et la hauteur du poteau, on peut la définir à 3,25 mètres. Si jamais on a une section du poteau qui n'est pas rectangulaire ni circulaire, on peut passer par une bibliothèque de sections et donc ça va avoir un impact sur les raideurs de ressort du poteau. Ici, on laisse les paramètres par défaut. On peut cliquer sur OK. Donc, ça va supprimer les résultats, bien évidemment. OK. Et si on réaffiche le maillage, ici dans la barre d'outils, le maillage n'a pas encore été généré. Souhaitez-vous le générer? On clique sur oui. On va voir tout de suite la différence avec tout à l'heure. Voilà. On le voit même avec les appuis nodaux qu'on n'a pas modifiés. Ici, la différence sur le maillage, on a les lignes de contour de maillage qui sont prises par rapport aux dimensions de poteau qu'on a définies. Et si on affiche les résultats en cliquant ici, ça lance les calculs sur la combinaison qu'on a analysée tout à l'heure. On voit ici la différence de résultats entre les appuis nodaux modifiés et les appuis nodaux avec un poteau fictif. Donc, au niveau des efforts, ici, on voit qu'on est autour de 200. On est 3 fois moins important que sur les appuis nodaux précédents. Donc, une troisième question, toujours sur le même thème, une troisième question bis, c'est est-il possible également de calculer par le programme le ressort d'un mur, cette fois-ci, pour un appui linéique sans avoir à modéliser le mur? Donc, on va rester sur cet exemple. On a toujours ici des appuis linéiques. On peut les modifier dans le navigateur donné, type pour les lignes, appui linéique. Je peux double-cliquer dessus. Et pareil, on va avoir la même option en cliquant ici dans les options sur rigidité via un voile fictif. J'ai l'onglet correspondant ici qui s'ouvre. Et pareil, je peux définir des raideurs de ressort d'appui qui vont être en fonction de la largeur de voile que je définis ici, par exemple à 0,25 de largeur, et une hauteur de voile également à 3,25 mètres
de hauteur. Et quand on regarde dans l'onglet général, les valeurs de raideur de ressort sont transférées et on a également une visibilité ici dans l'infographie sur les voiles qui sont modélisées et également sur les poteaux qui sont en dessous des appuis. OK. Et également, dans le modèle, la représentation de ces appuis fictifs se fait ici par des modélisations en ressort, que ce soit pour les appuis linéiques ou les appuis nodaux. Très bien. On va passer à la 4e question, donc au modèle suivant. La question est: pourquoi mon modèle devient instable lorsqu'il est calculé selon l'analyse du second ordre? Donc ici, on a un modèle d'une structure en acier avec des charges permanentes et d'exploitation. On va regarder ici la combinaison qui est, elle, va être calculée par défaut au second ordre. On a bien les charges ici qui s'appliquent sur la structure. Et si on lance le calcul, donc en cliquant ici dans la barre d'outils sur tout calculer, on a donc d'abord le maillage qui s'effectue. Ensuite, on a le calcul des cas de charge qui, eux, sont bien en géométriquement linéaire. On va voir également qu'il n'y a pas de problème pour le calcul des cas de charge. OK, ils sont validés. Et pour la combinaison, ici, on va voir qu'il y a un avertissement. Des erreurs se sont produites lors du calcul et ont été signalées. Veuillez contrôler le tableau des erreurs et des avertissements pour plus de détails. Donc, en cliquant sur OK, c'est bien le tableau des erreurs qui s'affiche par défaut. Et on nous indique que la précision requise pour le calcul de l'itération n'a pas été atteinte. OK. Donc, on va regarder. On voit ici qu'on a pourtant des résultats. Au niveau des cas de charge 1 et 2, on n'a pas de problème. On a bien des résultats sans erreur. Donc, on va tout simplement aller ici dans le tableau cas de charge et combinaisons. Ici, on voit bien, comme je vous l'ai dit, les paramètres pour l'analyse statique qui sont en géométriquement linéaire. Et si on sélectionne l'onglet combinaison de charges, ici, on est au second ordre. Donc, tout simplement, si on se remet en géométriquement linéaire, OK, on affiche ici les résultats. Donc, on relance les résultats pour la combinaison, cette fois-ci en géométriquement linéaire. On va voir qu'il n'y a plus de problème. Voilà. On n'a plus d'erreur, le calcul a bien été effectué. En revanche, on observe des déformations importantes au niveau des croix de Saint-André. Donc, pour ce type de modèle, ce n'est pas le comportement souhaité. On va donc sélectionner ici les diagonales, on va double-cliquer dessus. Et si on regarde le type de barre, c'est des barres qui sont définies en treillis, donc qui peuvent reprendre des moments de flexion et d'effort tranchant. Nous, on veut seulement des barres de contreventement, donc qui vont reprendre de la traction. On sélectionne bien le type de barre traction et on clique sur OK. On va pouvoir remodifier dans le tableau cas de charge et combinaisons les paramètres pour l'analyse statique en second ordre pour la combinaison et on peut réafficher les résultats. Ici, le calcul se lance et on a toujours une erreur. Donc, on va cliquer sur OK et le tableau des erreurs et des avertissements nous indique un nouveau message cette fois-ci. La matrice de rigidité est singulière, la structure est instable. Donc, si on regarde, on nous indique une instabilité ici. Pour comprendre le message d'erreur, on peut aller dans les paramètres pour l'analyse statique, ici dans le navigateur données, et double-cliquer sur les paramètres au second ordre. Donc, on a des barres en traction, donc des barres avec des propriétés non linéaires qui nécessitent par moment des réactivations. Donc, c'est ce qu'on a ici dans l'onglet réactivation, des barres défaillantes, donc c'est bien les barres en traction. Et on a bien pourtant l'option gestion exceptionnelle qui est activée. C'est-à-dire que les barres en traction sont supprimées tour à tour pour les itérations successives. Ça permet
pour ce type de modèle qui a un chargement symétrique et une modélisation symétrique, que les barres en traction qui vont reprendre à la première itération une faible compression ne donnent pas un modèle instable. Pourtant, on a toujours un message d'instabilité. On va donc aller dans l'onglet Général et modifier le nombre d'incréments de charge à 10. Ça va permettre à la première itération d'avoir seulement 1/10 de la charge qui s'applique et du coup d'avoir au moins une barre en traction qui s'active. Donc, si on appuie sur OK, on peut relancer ici les résultats. Donc, toujours au second ordre, sauf que cette fois-ci, on a 10 incréments de charge. Et vous allez voir le diagramme, cette fois-ci, il y a bien une convergence. Et on n'a plus d'erreur de calcul. Et si on regarde au niveau des résultats, on a 2 barres en traction qui sont désactivées et on a bien une barre qui est activée pour ce modèle symétrique. Très bien. On va passer à la 5e question, donc au modèle suivant. Comment puis-je considérer les ouvertures dans une section? Donc ici, on a un modèle très simple de portique avec uniquement des éléments barres. On voit ici la barre 1 et la barre 2 qui sont les poteaux du portique et la barre 3 qui est la poutre du portique. Au niveau des résultats, on voit ici une déformation de 38 mm à peu près. Et on va regarder pour ajouter une ouverture dans la barre. Donc je peux double-cliquer sur ma poutre. Et au niveau des options, j'ai l'ouverture de barre qui est grisée. Je ne peux pas activer cette option. Il va falloir en fait modifier le type de barre ici et sélectionner le type modèle surfacique. C'est-à-dire que la barre est cette fois-ci disponible en tant qu'objet de barre, bien sûr, et aussi en tant qu'objet de surface. Les propriétés géométriques vont être identiques, donc les surfaces vont être créées avec les mêmes épaisseurs et avec le même centre de gravité. Et on aura également un maillage élément fini qui va être automatiquement défini sur les éléments surfaciques générés automatiquement. Donc maintenant qu'on a sélectionné le modèle surfacique, on peut activer l'option ouverture de barre. On va dans l'onglet correspondant, ouverture de barre, et on peut cliquer sur créer des nouvelles ouvertures de barres. Donc le bouton avec l'étoile jaune. Et on a ici plusieurs types de réduction, soit des ouvertures hexagonales, on voit ici la représentation, des ouvertures circulaires et des ouvertures rectangulaires. On peut cliquer ici sur la petite icône pour basculer entre une image dynamique et statique. Ça permet de voir la représentation en temps réel pour la barre. Ici, on va donner une ordonnée à l'ouverture, donc par exemple à 1 mètre, et on voit bien ici l'ouverture qui est créée. Vous avez la possibilité de modifier les dimensions ici, par exemple 20 cm par 20 cm. Vous pouvez également modifier la position par rapport au centre, décaler de 5 cm par exemple pour la décaler vers le bas. On peut également activer les ouvertures multiples. Ici, par exemple, si j'active 4 définitions, je vais mettre un décalage pour qu'elle puisse apparaître de 50 cm par exemple. Vous avez des ouvertures multiples qui sont automatiquement générées. Vous avez toujours la main pour modifier les dimensions et redéfinir les décalages. Donc nous, on va sélectionner seulement une ouverture, donc on désactive multiple et on va mettre une ouverture de 600 mm. OK, on valide. On a ici la représentation de notre barre. Et si on valide la boîte de dialogue, on voit ici dans l'interface graphique l'ouverture qui est bien présente. On a une option dans la barre d'outils qui est ici en haut à droite d'afficher la barre soit ici par défaut en barre, soit en modèle surfacique. Donc si je clique sur le bouton, on a cette fois-ci la représentation de notre barre en éléments surfaciques. On voit bien ici les surfaces qui sont générées automatiquement. La poutre est divisée en surfaces pour la semelle et également pour la lame ici par exemple, également pour les semelles. Au niveau de l'extrémité de la poutre, on a des barres rigides
qui sont générés automatiquement, qui sont ici en pointillé rose, et qui permettent de faire la liaison entre le modèle surfacique et les nœuds d'extrémité des barres adjacentes. Ça permet de transférer correctement les efforts internes et les moments aux objets en 1D. OK, on va lancer le calcul. Ici, on peut cliquer sur tout calculer et ça va nous relancer les résultats qui vont être disponibles pour les éléments barres et pour les éléments surfaciques. Tout à l'heure, les déformations étaient de l'ordre de 37 mm et quelques sans l'ouverture. On va voir l'impact de cette ouverture dans les résultats, notamment pour la déformation. Donc ici, les calculs sont terminés et on voit les déformations ici qui sont de l'ordre de 38,7 mm. Ici, on est en affichage des déformations surfaciques. On peut recliquer dans la barre d'outils pour désactiver l'affichage en modèle surfacique. Et ici, on est à 38,6 pour la représentation en barre. Également, si je me remets en modèle surfacique, on peut analyser les contraintes au niveau des surfaces. Donc, par exemple, ici, les contraintes équivalentes pour l'élément de barre qui est représenté en modèle surfacique. Donc, au niveau des ouvertures, ça permet de facilement voir le comportement de ces contraintes. Très bien. On va passer à la 6e question, donc au modèle suivant. Existe-t-il une solution pour masquer facilement mes résultats de surface pour une certaine zone autour de la valeur 0? Donc, en effet, pour certains résultats, on a une amplitude d'échelle de couleurs avec une gamme de résultats, mais seulement beaucoup de valeurs qui sont autour de 0 qui peuvent être négligées, ou du moins négligées dans l'affichage graphique. Donc, par exemple, sur ce modèle, on a un pied de poteau modélisé en éléments surfaciques. On a ici les résultats de contraintes qui sont affichés ici. Les contraintes équivalentes. Et les notes sont très localisées. On voit ici en rouge et du coup, on a du mal même à faire la distinction des différences de résultats autour de ces zones très localisées. Donc, on va utiliser un paramètre dans le navigateur de résultats, ici dans la partie basse, dans type d'affichage, isoband, on va pouvoir activer l'option zone grise. Voilà. On voit ici, donc, dans l'échelle de couleurs, que toutes les valeurs entre 0 et 117 newtons par millimètre carré, donc qui représentent au total plus de la moitié des résultats, sont masqués, sont affichés en gris. Donc, ça permet de voir plus facilement sur une gamme de couleurs qui est remis à l'échelle les différences de résultats. Au niveau de cette zone grise, si j'affiche un peu plus en détail, on a donc là une valeur de 50% des valeurs qui sont prises en compte et on peut choisir. Ici, si je choisis 1 pour 1000, on n'a pas beaucoup de valeurs comprises entre 0 et 0,235. On peut choisir 1%. Donc, dans ce cas-là, c'est une valeur entre 0 et 2,35, donc 1% de la valeur maximale. Ici, on n'a pas beaucoup de valeurs qui sont désactivées. 10%, voilà, et 50%. Voilà, donc à chaque fois, l'échelle de couleur se met à jour. Très bien. On va passer à la dernière question. Pour cela, on va revenir sur le premier modèle. Et la question est comment exporter les forces d'appui nodales de plusieurs cas de charge, combinaisons de charges, dans une feuille de calcul Excel dans RFM6. Donc, je reprends ici le premier modèle du webinaire. On va afficher les résultats de toutes les combinaisons. Donc, je vais sélectionner la situation de projet à l'ELU
je vais cliquer sur afficher les résultats. On voit ici que le calcul va se faire sur plus d'une centaine de combinaisons. Voilà, donc toutes les combinaisons ELU, si je regarde avec le menu déroulant, on a au total 120 combinaisons. Donc l'objectif, ça va être d'exporter les résultats d'appui de toutes ces combinaisons dans une feuille de calcul. Donc le calcul ici est déjà terminé pour les 120 combinaisons et on a les résultats. Donc ici, c'est les résultats de déformation. Alors, on va désactiver les déformations et on veut afficher les réactions d'appui. On va se focaliser uniquement sur les réactions d'appui PZ, voilà, qui s'affichent ici à l'écran. Et également, on peut afficher les résultats dans le tableau. Donc ici, dans le tableau analyse statique, je vais choisir le sous-tableau résultats par nœud. Et ici, je vais choisir l'onglet force d'appui. Voilà, donc on a ici les résultats sur l'enveloppe et on peut regarder les résultats combinaison par combinaison. On voit ici que tous les moments sont égaux à 0. Donc en effet, en fonction des appuis qu'on a définis, on n'a que des articulations, donc pas de moments. On va pouvoir les masquer pour pouvoir les sortir dans les feuilles de calcul qui ne vont pas être nécessaires. Je vais donc cliquer ici sur afficher le gestionnaire du tableau de résultats. Par défaut, il me renvoie automatiquement vers le tableau des forces d'appui et je vais pouvoir désactiver les moments d'appui ainsi que les commentaires pour les nœuds. OK. Et cette fois-ci, on a uniquement les composantes X, Y et Z de force d'appui qui sont affichées. En revanche, j'ai des valeurs max et min ainsi que les sommes qui sont affichées pour chaque combinaison. Cela ne m'intéresse pas, je souhaite avoir uniquement les valeurs pour chaque nœud et pour chaque combinaison. Je vais donc retourner dans le gestionnaire du tableau de résultats en cliquant ici. Et je vais désactiver ici les valeurs max-min ainsi que les sommes. OK. Et le tableau s'est bien mis à jour. J'ai uniquement tous les nœuds avec leur force pour chaque combinaison. Maintenant, si j'exporte ici grâce au bouton dans la barre d'outils du tableau, exporter le tableau actuel, donc je clique dessus, je peux donner ici, un nom à mon, à mon fichier, donc descente de charge par exemple, enregistrer. Pardon, ce bureau. Enregistrer, c'est bon. Donc, une fois que j'ai cliqué sur enregistrer, j'ai automatiquement l'Excel qui s'ouvre, mais uniquement pour la combinaison que j'ai choisie dans laquelle j'étais dans le tableau de RFM. Donc, ce n'est pas l'objectif ici. On va quitter l'Excel et pour exporter plusieurs combinaisons à la fois, on va plutôt passer par le menu Fichier, Export et on va choisir ici les tableaux. On a ici les différents tableaux qu'on peut exporter. On peut faire un clic droit, tout réduire pour voir tous les tableaux qui sont exportés. On va désactiver les tableaux qu'on ne souhaite pas exporter. Et dans le dernier chapitre, analyse statique, on va uniquement prendre les résultats par nœud. On va désactiver les nœuds pour les déformations globales sur les nœuds et uniquement sélectionner les forces d'appui. Je vais bien sélectionner ici dans les options le chargement pour avoir l'onglet cas et combinaison de charge accessible et je vais pouvoir sélectionner toutes les combinaisons. Pour sélectionner facilement toutes les combinaisons, je peux sélectionner le filtre de la liste déroulante ici, combinaison de charge, et cliquer ici sur tout ajouter. Comme ça, j'ai bien uniquement les combinaisons qui sont ajoutées. Je peux cliquer sur export. On a ici le tableau
qui s'exporte. Je peux choisir le fichier, descente de charge, OK, je souhaite le remplacer. Et on voit ici qu'on a bien toutes les combinaisons qui sont en cours d'exportation. Voilà. Et une fois que c'est terminé, on a l'export Excel ici avec chaque onglet, la numérotation des combinaisons qui s'affichent et qui sont tous disponibles. Pour vérifier, je peux faire un clic droit ici sur la flèche pour afficher toutes les feuilles et j'ai bien toutes les combinaisons, les 120 combinaisons qui sont disponibles. Donc, je peux en sélectionner une pour aller à l'onglet correspondant et avoir automatiquement les forces d'appui pour toutes les combinaisons. Très bien. C'était la dernière question parmi les questions les plus posées au support technique de Global. Donc, merci d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour avoir accès aux différents services en ligne gratuits qui s'affichent ici, que ce soit sur les outils de géolocalisation qu'on a vu pour notre premier exemple, des outils de propriété de section, des FAQ qui sont donc disponibles et mis à jour régulièrement sur notre site pour pouvoir répondre à toutes les questions essentielles et habituelles qu'on peut retrouver dans le logiciel RFM6, également des modèles à télécharger. Vous avez également des vidéos disponibles sur nos chaînes YouTube avec le webinaire de ce jour qui sera bientôt ajouté. La boutique en ligne, également la version d'essai disponible au téléchargement sur notre site. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone ou en nous envoyant un mail à l'adresse info@global.fr et également à visiter notre site pour avoir tous les renseignements nécessaires. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je vous laisse remplir le questionnaire de fin de participation pour donner votre avis et je vous dis à bientôt.